Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue dans Plus d'actu. Environ 2000 personnes se suicident chaque année en Belgique, un chiffre qui fait froid dans le dos et qui touche particulièrement les jeunes de 15 à 24 ans. Depuis 2020, le Centre de prévention du suicide voit une sérieuse augmentation des demandes et des sollicitations. Problème, les moyens, eux, n'augmentent pas. Alors le CPS lance un appel aux politiques et aux citoyens. L'occasion pour nous de faire le point sur la problématique, sur le manque de moyens en prévention du suicide et en santé mentale en général. Deux invités vont nous rejoindre sur le plateau. Dominique Noton, qui est directrice générale du Centre de prévention du suicide, et Yaya Hachemsami, directeur de la Ligue bruxelloise pour la santé mentale. Bienvenue à tous les deux. Bonjour. Bonsoir Dominique, bonsoir Yaya. Alors installez-vous. Je vais me tourner vers vous. Tout d'abord, Dominique Noton. On va détailler évidemment l'appel qui est lancé par le Centre de prévention du suicide. Mais d'abord, j'ai envie que vous nous rappeliez quel est ce centre, parce que c'est vraiment une approche à 360 degrés que vous proposez. Oui, en effet, bien, le Centre de prévention du suicide est vraiment la référence en matière de prévention du suicide. Pourquoi ? Parce que la ligne d'écoute est accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, week-end et jours fériés compris. Alors, vous parlez de la ligne d'écoute. J'en profite parce qu'on va afficher évidemment ce numéro, le 0800 32 1 2 3. Ça, c'est une ligne d'écoute gratuite, anonyme, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Oui, et donc je voudrais remercier aujourd'hui les 73 bénévoles qui se relaient sur la ligne pour être disponibles pour les appels de détresse. Donc concrètement, ce sont 25 000 appels auxquels ils répondent chaque année, vous vous rendez compte. C'est énorme. Mais vous parliez d'un service à 360 degrés. C'est vrai aussi que nous proposons 2000 consultations par an, des consultations d'accompagnement des personnes suicidaires, des familles endeuillées par suicide, 1500 personnes qui sont formées et sensibilisées à la prévention du suicide, et enfin 1500 conversations sur notre forum, donc en ligne. Et il ne faut pas oublier également toute une série d'outils de prévention du suicide qui sont disponibles gratuitement sur le site préventionsuicide.be. Et ce qui est peut-être important de rappeler quand on parlait de cette ligne téléphonique, l'idée dans ce premier temps, peut-être ce premier appel au secours, c'est de dépasser la crise suicidaire, peut-être de pouvoir entrevoir des possibilités qu'on n'avait pas imaginées en étant seul chez soi. C'est ça le but premier de cette ligne téléphonique ? Alors la ligne téléphonique, c'est réellement une ligne d'écoute, et une ligne d'écoute bienveillante, et elle est anonyme, donc cela permet aux personnes en détresse de pouvoir vraiment exprimer leur souffrance, quelle qu'elle soit, et sans filtre. Et l'objectif, finalement, notre objectif, c'est de faire en sorte que cette pression qui est ressentie dans le cadre de la souffrance tende à diminuer, à s'atténuer, et surtout faire en sorte que les personnes qui nous appellent puissent avoir, à l'issue de leur échange téléphonique, un avenir, une autre proposition que celle de mettre fin à leur jour. Alors, je vais me tourner à présent vers vous, Yaya Hachemsami. Peut-être la même question. La Ligue bruxelloise de la santé mentale, c'est quoi exactement ? Et finalement, ça rejoint, en tout cas, le Centre de prévention du suicide se retrouve dans cette Ligue de santé mentale. Tout à fait. La Ligue est une association qui réunit près d'une soixantaine d'associations qui se retrouvent dans une certaine vision de la santé mentale, centrée sur la personne, répondant à ses besoins, étant à l'écoute de son rythme et essayant d'offrir quelque chose de construit, de pluridisciplinaire aussi, pour accompagner la personne dans son cheminement. Le Centre de prévention du suicide en fait partie, comme téléaccueil, comme d'autres services. Et nous sommes également la fédération des 24 services de santé mentale qui sont reconnus par la COCOF à Bruxelles et qui offrent des consultations et des activités, toute une série d'actions de prévention également sur le territoire bruxellois. Et comme je le disais, le suicide, la problématique du suicide se retrouve évidemment dans les problèmes, le problème plus vaste de la santé mentale. Et vous me disiez tout à l'heure, quand on en parlait, finalement on parle de
environ 2004 suicides en Belgique chaque année, mais on ne parle pas dans ces chiffres des tentatives de suicide. Et le rôle peut-être de la Ligue et de toutes les associations qui s'y retrouvent, tous les organismes qui s'y retrouvent, c'est d'essayer de travailler en amont. Tout à fait. Donc effectivement, on ne connaît pas le chiffre de toutes les tentatives de suicide, mais on se doute qu'il est très élevé. Et il témoigne d'un mal-être auquel les gens n'arrivent pas à faire face, cette impression d'être dans un cul-de-sac, pour des raisons très diversifiées. Et tout le champ de la santé mentale essaye d'agir au plus tôt quand c'est possible. Donc il y a des actions de prévention, mais c'est vrai que malheureusement, très souvent, nous arrivons après coup, c'est-à-dire quand les gens sont face à leurs difficultés, qu'ils ne savent plus comment s'en sortir et qu'ils pensent alors à se tourner vers des professionnels. Très bien. Alors, Dominique Nothomb, on va entrer un peu dans le vif du sujet parce qu'il y a un appel très criant qui est lancé par le Centre de prévention du suicide. Je l'ai dit, hein, vous lancez un appel aux politiques. À Bruxelles, on est toujours dans l'attente d'un gouvernement bruxellois. Évidemment, ça ne facilite pas les choses, mais ce que vous demandez, en tout cas, c'est la mise en place d'une politique spécifique à Bruxelles. Et j'ai envie de vous demander quelles sont les spécificités bruxelloises. Alors, parmi les spécificités bruxelloises, eh bien, la densité de population, certainement, le degré de pauvreté également, le degré de population jeune, dont une partie importante est sans emploi ou sans projet. Ça fait partie des spécificités qui font que le multiculturalisme et donc Bruxelles est une ville cosmopolite qui fait que c'est très compliqué, je pense, de tisser des liens et de sortir de l'isolement. Et donc, au niveau du politique, vos subsides viennent de la COCOF. Que recevez-vous aujourd'hui? Que demandez-vous, étant donné que depuis 2020, vous vous rendez compte qu'il y a une augmentation énorme des demandes en tous sens au niveau du Centre de prévention du suicide? Alors, donc, nous avons un agrément COCOF, effectivement, et c'est vrai que nos moyens publics, en tout cas, viennent exclusivement de la COCOF, donc de la région bruxelloise, même si nous avons un rayonnement sur l'ensemble de la Belgique francophone. Ce que nous demandons à Bruxelles, c'est en tout premier lieu, c'est l'élaboration d'un plan de prévention bruxellois, un plan de prévention du suicide bruxellois. Et donc, en tant que phare, en tant que principal intervenant dans la prévention du suicide, c'est vrai que nous souhaitons, avec les partenaires avec lesquels nous travaillons en permanence et maintenant depuis 55 ans, porter ce projet de plan bruxellois de prévention du suicide. Alors, parmi les partenaires, on peut citer les services de santé mentale, les médecins, les psychologues de première ligne, les services hospitaliers, également les urgences psychiatriques et bien d'autres. Donc, on demande vraiment la mise sur pied, l'élaboration d'un plan bilingue de prévention du suicide à Bruxelles. D'accord. Et au niveau des moyens, vous demandez plus de moyens, notamment pour des formations, au niveau des soignants, en tout cas toutes les personnes qui peuvent se retrouver en première ligne, on pense aux pompiers, on pense aux policiers, au niveau aussi de la formation de vos bénévoles, et plus de psychologues aussi. Hein. Alors, donc vous avez mentionné, c'est vrai que nous demandons la formation du personnel de première ligne, la formation à la prévention du suicide, car nous savons que même dans les cursus des différents soignants, en ce compris les psychologues, la prévention du suicide est une option de quelques heures et encore pas obligatoire. Or, pour enrayer, en tout cas participer vraiment à cet élan de vie que l'on souhaite impulser le plus possible, il est impératif de former tout d'abord le personnel de première ligne, mais également toutes les personnes qui ont un lien direct ou un contact direct avec les personnes suicidaires. C'est un fait. Alors, vous avez mentionné la nécessité d'avoir davantage de moyens au niveau de l'équipe. Donc, actuellement, le Centre de prévention du suicide, ce sont 13 salariés, donc l'équivalent de 13 ETP. Oui, donc équivalent temps plein. Voilà, oui. Et donc essentiellement des psychologues. Et nous avons besoin certainement quasiment de doubler notre équipe. Ce qu'il faut savoir, c'est que depuis 2020, on a quasiment doublé, on va dire, et excusez-moi l'expression, mais nos résultats. Donc on a doublé le nombre d'appels répondus.
Quasiment. Nous avons augmenté de 15% les consultations et les groupes de parole de personnes endeuillées par suicide. Au niveau de la formation, sensibilisation, nous avons également doublé. En 10 ans, le nombre de bénévoles est passé de 35 à plus de 70, et ce, quasiment avec la même équipe. Donc, alors que au même moment, les demandes de la population réellement augmentent fortement. Donc voilà, aujourd'hui, c'est des moyens inchangés. Voilà. Quoi. Donc on comprend bien l'appel qui est lancé aux politiques. En fait, finalement, la santé mentale à Bruxelles, elle intervient à différents niveaux de pouvoir. Donc le nouveau gouvernement fédéral qui vient de se mettre en place, le gouvernement Arizona, il vous intéresse au premier chef également. Vous avez un petit peu analysé l'accord de gouvernement et vous relevez notamment que finalement, la santé mentale n'est pas la grande cause nationale qu'on espérait, qu'on vous avait promis en tout cas. Qui était en tout cas dans le programme de plusieurs partis qui aujourd'hui forment la majorité fédérale. Effectivement, contrairement à la France, la santé mentale n'est pas encore une cause nationale. Peut-être va-t-elle le devenir en tant que matière transversale qui témoigne de toute une série de difficultés rencontrées par la population. Il y a des éléments, il y a un chapitre consacré à la santé mentale qu'ils appellent la résilience mentale. Il y a pas mal de choses intéressantes dedans, des choses qui demandent aussi à être concrétisées, affinées, précisées. Et puis, à côté de ça, il y a quand même une réflexion que nous avons à la Ligue bruxelloise, à savoir qu'une série de politiques qui sont également contenues dans l'ensemble de cet accord de gouvernement fédéral pourraient générer des problèmes de santé mentale, notamment si elles entraînent la précarisation de certaines personnes. Je prends un exemple. La limitation des allocations de chômage dans le temps va entraîner un déplacement des populations de certains services, des allocations de chômage vers les CPAS. Ça va plonger toute une série de familles dans des risques de précarité et donc générer aussi une pression supplémentaire sur leur état mental. Donc ces personnes vont à un moment donné immanquablement débouler dans les services, que ce soit les acteurs de première ligne en matière de soins ou des services spécialisés de santé mentale. Donc ici, on parle du gouvernement fédéral. Je l'ai lu dans votre mémorandum. Vous appelez aussi d'autres niveaux de pouvoir, vous les sollicitez également parce que, vous le disiez, vous êtes agrémenté par la région bruxelloise. Vous touchez un public plus large, en tout cas en Belgique francophone. Donc c'est la région wallonne, communauté germanophone, le fédéral également, et au niveau européen aussi. Oui, parce qu'effectivement, d'ailleurs, dans les recommandations de l'OMS, n'oublions pas que la question du suicide fait partie des priorités. L'OMS invite les différentes nations et certainement les nations européennes à développer un plan national de prévention du suicide. Il faut quand même rappeler que la Belgique fait partie du triste top 5 des pays dans lesquels il y a le plus de suicides. Et donc, il est vraiment urgent et important de réagir et de réagir avec une cohésion entre les différents acteurs, mais aussi entre les différents niveaux de pouvoir. Alors, pour donner concrètement un exemple, sur notre ligne, on peut estimer que 60% des appelants sont des appelants bruxellois, 40% sont des appelants wallons. Voilà. Comment se fait-il que la Wallonie ne nous soutienne pas, ne nous encourage pas à développer le pool de bénévoles Nous offrons un service à la population. C'est une problématique qui ne s'arrête pas à la frontière, évidemment, de la région bruxelloise. Alors, vous en avez dit un tout petit mot, mais on va parler aussi de ce qu'on appelle les post-vention. Oui. Donc c'est lorsqu'il y a eu un suicide, c'est pour les proches, les familles qui malheureusement ont perdu quelqu'un. Et on a eu l'occasion de rencontrer il y a 2 semaines une maman, Muriel Delfeus. C'était lors de l'inauguration de l'antenne bruxelloise d'une association qui œuvre justement plutôt en Wallonie, qui vient à Bruxelles, Impasse dans l'impasse. Et on va entendre cette maman qui nous parle de l'importance d'être écoutée à ce moment-là, de pouvoir aussi s'exprimer sur ce qui lui est arrivé. Je suis la maman d'Emeline. Bon, ça commence. Une jeune femme extraordinaire, lumineuse et pleine de projets, qui a pourtant choisi de mettre fin à ses souffrances il y a 2 ans
et 3 mois aujourd'hui. Enfin, j'estime que d'être suivi psychologiquement, parce que c'est quand même un traumatisme qui bouleverse toute une vie, je pense jusqu'à la fin de ma vie, est important d'oser parler, de mettre des mots sur ce qu'on vit, que de manière générale, dans mon entourage, c'est pas si évident, sauf qu'on parle beaucoup d'Emeline avec Clara, sa petite sœur. Voilà, on entend hein, le problème de ne pas peut-être pouvoir parler aux proches, mais d'avoir besoin de professionnels à ce moment-là. C'est vrai que l'on a cet accompagnement dans le deuil. Le deuil après suicide est vraiment un deuil traumatique qui nécessite un accompagnement professionnel. Nos psychologues, nos thérapeutes sont des experts dans leur domaine et vraiment accompagnent afin de permettre à ces parents endeuillés par suicide d'envisager un possible, un avenir. Quand on perd un enfant de 12 ans, voire davantage, c'est quand même très compliqué de poursuivre sa vie. Vous avez mentionné les postventions. Les postventions sont un service très différent puisqu'en fait, il s'agit de l'intervention par un psychologue dans les collectivités après un passage à l'acte. Et donc, pour répondre à votre question... Dans des entreprises... Voilà, c'est ça. Et donc, les deux services, finalement, font cohérence autour à la fois des jeunes, à la fois du personnel encadrant, voire des professeurs, et des parents. Donc, on accompagne les parents et certains jeunes au centre de prévention du suicide en consultation. Et lorsqu'il y a eu un passage à l'acte, eh bien, nous nous rendons sur place dans les écoles, puisque là, voilà, je mentionnais une collectivité qui est une école, pour, d'une part, entendre les ressentis, les témoignages, aussi conseiller comment communiquer suite à un passage à l'acte, et a fortiori, si ce passage à l'acte, malheureusement, a conduit au décès de la personne. Nous établissons des protocoles de prévention du suicide, puisqu'en fait, on se rend compte que dans les écoles, mais aussi dans différentes collectivités, il n'y a pas eu de réflexion sur qu'est-ce qui se passe après un passage à l'acte. Et donc, voilà. Il y a à la fois les personnes qui sont concernées, mais aussi les collectivités elles-mêmes sont totalement désœuvrées. Donc on comprend bien le travail global hein, que vous menez. Je vais me retourner vers vous, Yahya Hachemsami. Donc quand on parlait tout à l'heure, on va voir l'affiche hein, de la campagne que vous lancez. J'ai envie de parler avec vous aussi du besoin de communiquer, de parler. Ça se retrouve aussi, vous me disiez, dans l'accord du gouvernement Arizona. Mais il ne faudrait pas que ça prennent la place finalement de soins qui sont bien nécessaires. C'est bien de communiquer, c'est bien de faire des campagnes d'information, de sensibilisation, mais il y a parfois besoin d'autre chose, évidemment. Mais c'est intéressant parce que l'accord de gouvernement parle de résilience. Et quand on se tourne vers Boris Cyrulnik, qui est le psychologue qui a popularisé cette notion, il dit bien la résilience, c'est effectivement pouvoir se reconstruire après un traumatisme, mais avec tout un contexte, tout un environnement. Donc on ne le fait pas tout seul, on le fait entouré. Et l'enjeu aujourd'hui au niveau de la santé mentale en Belgique, c'est de pouvoir agir sur les deux fronts. À la fois pouvoir répondre à tous les besoins qui ne sont pas rencontrés aujourd'hui et qui plongent davantage de familles dans des situations extrêmement dramatiques. Sur la question du suicide, un certain nombre de familles alertent les services d'aide. Les services d'aide étant saturés, leur situation n'est pas prise en charge et parfois l'issue fatale arrive. Il y a de quoi pouvoir être en colère aussi contre les acteurs du soin. Et il faut également agir en amont sur la question de la libération de la parole. Alors, en se disant, la libération de la parole ne va pas tout résoudre, mais elle peut aider à dédramatiser parfois certaines situations, à ouvrir des possibles et aussi à peut-être mieux cerner quelles sont les situations qui nécessitent l'intervention d'un professionnel ou d'une professionnelle. Et donc, de cette façon-là, agir de manière un peu plus cohérente, constructive et adaptée aux différentes situations qui se présentent à nous. D'accord, donc importance quand même de sensibiliser, d'informer. Dominique Noto, on va revoir hein, cette affiche si vous le voulez bien. Donc c'est 2000 suicides par an et si c'était une personne que vous aimiez. Il s'agit de sensibiliser les Bruxellois au fait que ça peut arriver à tous. Donc là, c'est s'adresser directement aux citoyens parce que l'appel que vous lancez, c'est aussi un appel aux dons, un appel aux bénévoles hein, à Bruxelles. Oui, un appel aux dons, effectivement, un appel
appel aux bénévoles, donc nous souhaitons recruter davantage de bénévoles, mais aussi un appel à la population en disant mais si vous avez des idéations suicidaires, adressez-vous à nous, c'est notre mission et nous voulons vraiment vous accompagner, nous voulons vraiment vous aider et nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour obtenir des moyens supplémentaires et pour pouvoir continuer à offrir le meilleur service et également travailler encore plus en réseau, donc développer les possibilités de prise en charge et faire cohérence et cohésion. Et c'est ce que tu disais il y a quelques minutes. Et c'est vrai aussi que les professionnels de la santé, les professionnels de la santé mentale se sentent, je pense aussi, quelque peu abandonnés. Et donc, il convient de les soutenir. Si nous n'existons plus, si les services ambulatoires n'existent plus, si les services de santé mentale n'existent plus, si le CPS et ses équipes s'épuisent, que faisons-nous? Oui, c'est ça. Donc ça, c'est effectivement quelque chose que vous pouvez déjà sentir aujourd'hui au niveau de la Ligue de la santé mentale. Oui, c'est quelque chose qui était déjà présent depuis des années et qui s'est accentué avec la crise du Covid. La crise du Covid parce que, bon, on parle beaucoup des jeunes, et à raison, des jeunes qui se retrouvent dans un sentiment d'isolement, face à toute une série de problématiques, dans un monde aussi qui, même nous, les adultes, nous déconcerte de plus en plus. Moi, tous les jours, depuis quelques semaines, je me lève le matin et chaque fois, il y a une mauvaise nouvelle qui me tombe dessus et je me dis, mais comment est-ce que mes enfants, nos enfants vont pouvoir s'en sortir demain? Donc c'est une vraie question, je pense que c'est quelque chose qui les angoisse, mais c'est aussi, on sent un monde qui devient plus brutal, un monde où on continue d'exiger de la performance aux travailleurs, on met les gens sous pression et donc il faut absolument libérer cette parole, mais aussi en fait nous rappeler que nous ne sommes pas tout seuls, que derrière parfois des allures de winner, les gens ont des failles. Et c'est un peu tout le paradoxe de la société d'aujourd'hui, c'est-à-dire on développe la performance et en même temps, à côté, on parle de santé mentale. Et parler de santé mentale, c'est parler de nos vulnérabilités. Oui. C'est-à-dire reconnaître que nous ne sommes pas des surhommes et des surfemmes, mais que nous ne sommes pas tout seuls à ne pas l'être. Tout le monde autour de nous n'est pas un surhomme ni une surfemme, et nous pouvons échanger aussi là-dessus. C'est ça qui nous rend en fait plus forts, c'est de pouvoir partager aussi ce qui nous fragilise. C'est là où nous pouvons tisser des liens qui vont nous aider à faire de la vraie résilience quand nous traversons des moments difficiles. Briser les tabous et oser se montrer vulnérable. Comme je le disais, vous faites un appel aux bénévoles. Peut-être pour terminer, parce qu'il nous reste 1 ou 2 minutes, les bénévoles, ils sont formés de manière très sérieuse, très qualitative. Pour ceux que cela pourrait intéresser, en 2 mots, cette formation, pour terminer? Eh bien, donc c'est une formation qui est dispensée par des psychologues cliniciens, donc qui est basée sur ce que l'on appelle l'écoute active. À l'issue de 2 mois de formation, eh bien, les bénévoles sont invités à être actifs sur la ligne, à un minimum de 12 heures par mois. Et tout au long de leur bénévolat, donc c'est par année entière, donc les bénévoles sont accompagnés, supervisés par ces psychologues cliniciens de manière à pouvoir aussi exprimer les émotions et le trop-plein d'émotions, parfois de la tristesse de ce qu'ils entendent sur la ligne. Bien sûr. Donc voilà, ça c'était important de le préciser. Je vais demander qu'on remette une dernière fois le numéro pour tous ceux que cela pourrait intéresser. C'est le 0800 32 1, 2, 3. Voilà, mais je vous remercie tous les deux d'être venus nous parler de ce problème ô combien important. Il était nécessaire de relier, je pense, votre appel au Centre de prévention du suicide. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis. Demain, vous retrouverez Fabrice Grosfilet dans Plus d'Actu. Je vous souhaite une très bonne soirée. À bientôt.